Bienvenue sur Géopolitis. Le pape est-il socialiste? Est-il libéral? Est-il marxiste? Est-il conservateur? Est-il progressiste? Bref, est-il et s'exprime-t-il comme un homme politique? Il y a un an, la question ne se posait pas parce que personne, en dehors du Vatican et de ses amis en Argentine, personne ne connaissait le cardinal Bergoglio. Il a fallu la très inédite démission de Benoît XVI pour que le monde découvre un nouveau pape si différent dans le style et si surprenant dans le discours. Il l'a bien dit, les hommes doivent se libérer des structures économiques et sociales qui nous réduisent en esclavage. Cette phrase, cette invective, figure effectivement dans le volet économique de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du 25 novembre dernier, un texte signé par celui qu'on a appris à connaître sous le nom tout simple de Pape François. Et du coup, un éditorialiste en avait conclu, je cite, « Ça y est, cette fois, c'est sûr, le pape François est socialiste ». Là-dessus, comme l'affaire avait pris un tour nettement politique, le chef de l'Église catholique et son entourage avaient cru bon de dire haut et fort, non, le pape n'est pas marxiste. Mais alors, quel est donc ce pape éminemment politique qui parle et agit comme un politique? C'est le thème de cette édition de Géopolitis. En premier lieu, politique, le successeur de Saint-Pierre l'est, de par sa fonction, puisqu'il est chef d'État. L'évêque de Rome, c'est aussi son titre, préside aux destinées d'un État, le Vatican, et il a un gouvernement qu'il est du reste en train de réformer grâce à son G8 à lui, allusion aux fameux G8 et G20 des grands de ce monde. Donc oui, le pape François est un homme politique, et il est écouté, médiatisé peut-être encore plus qu'un autre chef d'État, car il est, et c'est sa mission, le chef spirituel de l'Église, donc de plus d'1,2 milliard de terriens. Alors effectivement, lorsque, avec la liberté de ton et de mouvement qui est la sienne, lorsqu'il parle de l'argent qui, je cite, gouverne au lieu de servir, il fait de la politique. Lorsqu'il ajoute « Nous devons avoir une économie mondiale qui doit assurer le bien-être économique de tous les pays et non seulement de quelques-uns », eh bien, il recueille autant d'approbation que de condamnation. L'homme, on le voit, ne fait pas dans la stricte théologie, comme son prédécesseur, Benoît XVI, il met la main à la pâte et, si l'on ose dire, les pieds dans le plat. Un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. Comandano i soldi, comanda il denaro, comandano tutte queste cose che servono a lui, a questo idolo. E noi dobbiamo dire no a questa cultura dello scarto. Dobbiamo dire noi non vogliamo questo sistema economico globalizzato che ci fa tanto male. En vérité, il faut le dire, le fait pour l'Église de dénoncer les inégalités sociales et les injustices du capitalisme, tout cela ne date pas de 2013. Déjà, au temps de Léon XIII, le dernier pape du XIXe siècle, on évoquait les dangers de l'exploitation de l'homme par l'homme. Plus récemment, tout juste après la crise de 29, le pape Pie IX parlait de l'impérialisme international de l'argent. Et puis, comment ne pas citer, c'est encore plus récent, le célèbre évêque brésilien des pauvres, dont Helder Camara, qui relevait ceci. « Quand je m'occupe des pauvres, disait-il, on me prend pour un saint, mais quand je demande pourquoi ils sont pauvres, on me dit que je suis marxiste. » Soyons précis, le pape n'a jamais appelé à tout renverser, tout bouleverser dans l'économie mondiale. Il ne parle pas de révolution, mais d'évolution. Ici, devant des ouvriers italiens qui l'écoutent avec attention, il ne se lance pas dans un discours marxiste au sens de l'histoire. Ce qu'il dénonce, ce n'est pas l'existence du marché mondial, c'est sa domination sur les êtres humains. C'est dans ce contexte que le pape François dit précisément ceci. Aujourd'hui, c'est le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où le puissant mange le plus faible. Et il ajoute, y compris d'ailleurs devant ses cardinaux ou devant des diplomates, nous avons créé de nouvelles idoles. L'adoration de l'antique veau d'or a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l'argent et dans la dictature de l'économie sans visage. Fin de citation. Pour conclure, les proches du pape rappellent tout de même que le pape ne parle pas en tant que grand économiste,
mais tout simplement en tant que pasteur de l'Église catholique. Comme tout homme politique, le pape aime et dit aimer le peuple. Mais lui ne le fait évidemment pas pour des raisons électorales. Il agite ainsi, et c'est là l'une des différences fondamentales par rapport à Benoît XVI, il le fait parce qu'il lui plaît de le faire. Il apprécie la foule, les bains de foule surtout, au grand désespoir de ses services de sécurité. Il veut parler aux plus humbles, il n'hésite pas à rire, à faire des blagues et à voyager simplement. Avec lui, disent ses proches, c'est toute l'Église qui montre qu'elle aime le peuple parce qu'elle est le peuple. Les grands médias, d'ailleurs, saluent ce communicateur hors pair et, à l'instar du magazine américain Time, le désignent comme homme de l'année 2013. Un constat, pour parachever ce côté people, on a fait un calcul statistique. En un an de pontificat, le pape François a attiré 3 fois plus de fidèles à Rome que son prédécesseur. On peut l'affirmer ainsi, il a attiré en 2013 autant de visiteurs que la Tour Eiffel. On l'a donc appelé le G8, ce groupe de 8 cardinaux chargés par le pape de plancher, comme on dit, sur le rôle et le travail de la curie romaine. Un travail colossal, consistant à réformer toute une administration, tout un gouvernement. La curie, ce sont 2000 personnes et une vingtaine de dicastères. C'est aussi un travail politique, le chef de l'Église catholique voulant réformer en profondeur tout un système de direction et surtout de relations avec l'ensemble des églises nationales dont, à Rome, on semble avoir oublié le rôle essentiel. Pendant 3 jours, toutes les semaines, les 8 cardinaux, réunis dans une petite salle sans faste de la résidence Sainte-Marthe, là même où réside le pape qui refuse de loger dans son palais, eh bien ces cardinaux travaillent sur chacun des départements du Vatican et constatent ceci: centralisation excessive, dissidences diverses, mauvaise communication et scandales de toutes sortes. Comme dans un gouvernement national, tout est envisagé. Réforme des structures, réduction d'effectifs, structures plus efficaces et plus transparentes. Ce chantier politique du pape François durera plusieurs années. L'invité de Géopolitis, Jean-Blaise Feullet, qui est jésuite et historien. Vous avez beaucoup travaillé sur le travail justement du pape. Alors on l'a compris, il fait de la politique, le pape François. La question est-ce qu'il fait de la bonne politique d'après vous ? Oui, je crois qu'il fait de la bonne politique. Il fait de la politique au sens noble du terme. Pas la question des élections, des partis, il n'est pas soumis à une élection. Il est élu, mais enfin, il n'a pas fait campagne. Hein. Tout à fait. Et il ne fait pas campagne du tout. Mais alors, si je me fais, j'ose dire, l'avocat du diable, le terme n'est peut-être pas très choisi, mais quand le pape, lui, parle d'économie et il donne des leçons sur les excès du capitalisme, d'accord, il fait de la politique, mais est-ce que c'est vraiment son rôle ? Oui, parce que l'économie, c'est la gestion de la cité humaine. Et alors, l'économie, c'est pas lui qui l'a fait, mais il est là pour rappeler, mais comme avec le décalogue finalement. Les religions finalement, depuis 2000 ans même avant Jésus-Christ, avec tous les codes, tous les décalogues, sont en train de rappeler des vérités fondamentales qu'il faut rappeler sans arrêt. Tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu ne mens pas. Et puis dire, quand on fait de la politique ou quand on fait de l'économie, c'est pour le bien du plus grand nombre possible. Pas que quelques-uns tirent tous les profits de... Là, il fait du social, si j'ose dire. Oui, mais... ça passe bien, le message, entre parenthèses. Mais le social est une des raisons d'être du politique et de l'économie. Et j'allais dire, certains ont reproché de s'immiscer trop dans les discussions économiques ou d'être contre l'économie. Il ne s'agit pas de ça. L'économie, et il le dit très clairement, l'économie c'est excellent. Tous les progrès de la technique, tous les progrès de la science, de la médecine, de l'éducation, etc., et même de tous les droits de l'homme, les droits politiques, etc., c'est essentiel, c'est fondamental. Ce qu'il veut, c'est que quoi ? Tout le monde en profite. Il faut au sens noble du terme. Il faut que tout le monde en profite, et c'est ça qui exige toujours des rééquilibrages. C'est-à-dire que quand justement vous avez trouvé, prenons, en informatique, vous avez trouvé un nouveau produit, un nouveau programme, une nouvelle machine, et qu'elle est très bien, vous y gagnez énormément. Mais c'est pas du vol, vous gagnez parce que vous avez fait quelque chose d'intéressant. Mais il faut que les progrès économiques qui soient comme ça soient quelque part compensés et que des gens, des
pays, des milieux sociaux qui sont défavorisés puissent récupérer quelque chose sans casser le dynamisme de créativité, mais puissent entrer dans la vision du partage. Alors quand certains en déduisent que le pape est forcément socialiste ou marxiste, ça vous fait sourire? Cette classification-là vous fait... Oui, tout à fait. D'autant plus que, voyez-vous, le communisme n'a pas été un lieu d'égalitarisme. La bureaucratie a pris un pouvoir bien supérieur à l'aristocratie française du XVIIIe siècle. Et puis encore plus pire, les totalitarismes de gauche et de droite au XXe siècle ont été les systèmes les plus violemment, non seulement anti-humains, mais aussi antisociaux, alors même que leurs buts étaient théoriquement sociaux. Alors, le pape, il fait de la politique pour l'ensemble de la communauté, et puis il se trouve qu'il est quand même chef d'État, donc il fait de la politique chez lui, il réorganise son gouvernement, on a parlé de son fameux G8. Ça va bouger au Vatican, politiquement parlant? Ça bouge déjà et ça trouble quelques-uns, parce que cette idée-là, il l'avait déjà depuis longtemps. C'était déjà des réflexions qu'il y avait dans le consistoire avant l'élection de Benoît XVI, déjà. Il avait annoncé la couleur, si je dis. Déjà tout à fait. Est-ce que c'est pour ça qu'il a été élu? Probablement. Probablement, et notamment le discours qu'il a fait au synode qui présentait l'élection, où il a apporté d'ailleurs toute une réflexion. Toutes ces réflexions, elles datent pas d'hier, et notamment la réunion d'Aparecida des évêques d'Amérique du Sud, qui avait toute une réflexion et sur l'Église et sur l'économie. Tout ça, il faut aussi que l'Église le mette en place, parce que c'est beau de donner des leçons à tout le monde, mais si dans la propre maison, on n'a ni les principes de droits de l'homme, d'égalité, de justice, de vérité, comment est-ce que notre parole peut être crédible? Et donc, à votre avis, ça bouge déjà au Vatican dans ce sens-là? Ah oui. Donc, moins d'apparat, plus de simplicité, plus de messages directs. Tout à fait. Relation avec les églises nationales, ça, il en est beaucoup question. Tout à fait. C'est la politique aussi, ça. Mais absolument, mais aussi dans le meilleur sens du terme. Et d'ailleurs, c'est pas tellement novateur, c'est tout simplement que toutes ces idées qui étaient déjà présentes au Concile Vatican II, et puis si elles étaient au Concile Vatican II, c'est que des années 20, des années 30, autour de l'Action catholique, ça se construisait, c'est devenu une doctrine officielle à Vatican II, seulement les lenteurs de tout l'appareil, les changements de mentalité, au fond, les réformes de Vatican II, 50 ans après, ne sont que beaucoup trop peu appliquées. Et il va y mettre bon ordre. Juste un mot, avant de conclure, on retiendra de ce pape quoi? C'est un grand pape, à votre avis, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Moi, je dirais... Vous êtes jésuite comme lui. Ouais. Non, alors, il y a deux choses qui sont absolument claires. La démission de Benoît XVI, c'est un truc qui se produit tous les 5 siècles. C'est un gros événement en soi, et qui permet aussi l'ouverture. Et puis, j'allais dire, ce que fait le pape François, c'est ce que voulait déjà faire Saint François au XIIIe siècle, et puis c'est ce que voulait faire Jésus au 1er siècle. Bon, et alors, notre pape François, dans 10 ans, dans 20 ans? Alors, je sais pas. Un grand pape? En tout cas, si cette ligne qui va de Jésus à François et à lui continue, c'est tout ce qu'on peut demander. Merci, Jean-Blaise Follet. Je rappelle que vous êtes jésuite et historien. Merci à vous. Merci à vous. Cela semble évident, le tout prochain voyage du pape en Terre Sainte sera politique. On ne va pas successivement en Jordanie, en Palestine et en Israël sans plonger corps et âme dans un contexte politique pour le moins délicat. Que ce soit à Amman, à Bethléem ou à Jérusalem, le pape François évoquera la paix qui ne s'instaure pas dans ce Proche-Orient où les chrétiens, eux aussi, ont leur part de souffrance. La politique, ce sera par exemple le Jourdain, sur le site même du baptême du Christ, où il est prévu que le pape s'entretienne avec un groupe de réfugiés syriens. À Bethléem, un repas sera organisé avec les familles palestiniennes de la bourgade. Et à Jérusalem, le pape se rendra au mur occidental, c'est-à-dire le mur des Lamentations, mais on n'est pas sûr qu'il rendra visite au mémorial de la Shoah à Yad Vashem. Oui, tout sera vu au travers de lunettes politiques lors de ce voyage en Terre Sainte, d'autant que le pape François l'a dit, il veut que de réels progrès soient réalisés enfin entre l'Église romaine et les églises orthodoxes. 1000 ans de séparation à recoller, c'est aussi du domaine de la haute politique.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vous avez la possibilité de réagir à cette émission et de la commenter pour vous aider. Toute une série de vidéos thématiques, de sites internet, d'infographies et d'archives. Comme d'habitude, vous pouvez podcaster ce programme de la RTS et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.